France Bleu Maine. 18h-19h. Place de la République. Charlotte Bougnot, Marie Mutrici. Régulièrement sur France Bleu Maine, on bouscule nos programmes, on échange, on débat, on vous écoute. Dès maintenant et jusqu'à 19h, vous avez la parole dans cette émission spéciale Place de la République. Si vous avez récemment demandé un rendez-vous médical, vous avez peut-être eu droit à cette réponse. Oui, bonjour madame, je suis désolée mais le docteur ne prend plus de nouveaux patients. Témoignez sur notre page Facebook ou bien en direct au 02 43 29 10 10. On échange ensemble autour de la désertification médicale. Mais Marie, de quoi parle-t-on vraiment ? La désertification médicale, c'est quoi ? Alors c'est vrai que c'est des chiffres. D'abord, la population sartoise, elle est un petit peu plus âgée que la population en général en France. Et puis selon les chiffres de l'Atlas de la démographie médicale, c'est 98 médecins généralistes pour 100 000 habitants, contre 131 en moyenne en France. 4 médecins généralistes sur 10 qui ont plus de 60 ans et des retraites qui ne sont pas compensées par le nombre d'installations. C'est surtout votre vie à vous. Vous nous l'avez raconté sur la page Facebook de France Bleu Maine. Mon médecin est parti en retraite, il n'est pas remplacé. Il y a un cabinet médical à 200 mètres de chez moi, mais ils ne prennent pas de nouveaux patients. Et puis Céline, dont les parents n'ont plus de médecin traitant sur Montfort-le-Génois. Ils en recherchent désespérément, mais il n'y a que des refus. C'est pour ça que vous avez la parole ce soir. Vous pouvez intervenir à tout moment au 02 43 29 10 10. France Bleu Maine, 18h-19h. Place de la République. À votre écoute ce soir sur France Bleu Maine, le sénateur maire de Bonnétable, les Républicains, Jean-Pierre Vogel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Yves Lacaze également. Vous êtes le délégué territorial de l'Agence régionale de santé en Sarthe et le docteur Frédéric Joly, également président de l'Ordre des médecins en Sarthe. Bonsoir. Bonsoir. Frédéric Joly, vous prenez de nouveaux patients, vous ? Je suis comme beaucoup, je ne prends plus de nouveaux patients pour la double raison, c'est que j'en ai déjà beaucoup. J'ai 2000 patients inscrits comme médecin traitant, c'est-à-dire sans compter les enfants et les jeunes de moins de 16 ans. Et puis, je viens d'avoir 65 ans, et il ne me paraît pas raisonnable d'envisager de prendre en charge quelqu'un. Bien sûr, je réponds aux urgences. Et vous prenez votre retraite peut-être à la fin de l'année ? Normalement à la fin de l'année, mais la situation démographique fait que je vais être un peu un retraité actif pendant encore quelques temps. Aujourd'hui, il n'y a personne pour vous remplacer ? Pas encore. Vous aussi, vous avez la parole. On vous a entendu ce matin dans les reportages de France Bleu Maine. Sonia, par exemple, qui a déménagé d'Aubigny-Racan avec son mari pour s'installer au Mans. C'était en novembre dernier. Sonia, de cancer et son mari cardiaque. Quand au mois de décembre, il a fallu renouveler l'ordonnance de mon mari, il n'y a personne qui a pu le prendre. Il y a juste un médecin qui a accepté de le voir pour renouveler l'ordonnance. Il m'a dit, je ne vous prends pas comme médecin. Là, c'est vraiment pour vous rendre service parce que vous êtes en rupture de médicaments. Sonia, auditrice de France Bleu Maine, si cette expérience fait écho à la vôtre ou au contraire, vous n'avez connu aucune difficulté de ce type, vous pouvez réagir en direct jusqu'à 19h. Yves Lacaze, vous êtes le délégué territorial de l'ARS en Sarthe. Avoir un médecin traitant, c'est obligatoire en Sarthe. Quand on n'en trouve pas, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais d'abord ne pas répondre à votre question. Ça tombe bien. Ça commence bien et remettre en cause la désertification. On a un département qui a des tensions, un département qui a beaucoup de difficultés. On a encore 369 médecins libéraux, on a beaucoup de médecins salariés, donc on n'est pas un département désertifié. Mais une zone en tension, vous le dites. Zone en tension, en difficulté, qui sont complexes. Avec beaucoup de gens qui vont partir à la retraite dans pas longtemps. Oui, c'est une spécialité du département de la Sarthe où on a une population des médecins généralistes qui est globalement plus âgée que la moyenne régionale. Alors ça veut dire simplement qu'il faut qu'on anticipe encore plus maintenant les situations qu'on va connaître dans quelques temps. Et puis, il va falloir aussi qu'on gère, et là, M. Vogel est d'accord avec moi, nous sommes payés par la collectivité pour gérer des transitions. Le numerus clausus devrait permettre à terme d'améliorer un tout petit peu la situation, mais nous sommes dans une situation où on trouve actuellement des personnes de tout âge qui sont sans médecin, quelqu'un qui sont sans dentiste, et c'est ça notre réalité. C'est une situation que vous constatez aussi à l'Ordre des médecins de Sarthe, Frédéric Joly, où des gens vous appellent tous les jours. J'ai pas de médecin. Tous les jours, effectivement, on s'adresse à nous parce qu'on nous signale qu'ils ne trouvent pas soit de médecin dit du premier recours, c'est-à-dire un médecin généraliste, mais également sur le second recours, c'est-à-dire la médecine de spécialité. Et Jean-Pierre Vogel, vous avez un médecin, vous ? Non, alors moi il se trouve que mon médecin est parti en retraite
En milieu d'année dernière, j'ai appelé les 3 médecins de mon territoire. De Bonnétable, vous êtes le maire de Bonnétable. Voilà, et où j'ai été refusé chez les 3. Alors naturellement, je ne me suis pas nommé sous mon vrai nom, parce que je voulais voir exactement comment ça se passait, du fait que j'avais un certain nombre de remarques de nouveaux habitants et qui me disaient que effectivement les médecins étaient surchargés, qu'ils ne prenaient pas de nouveaux patients, alors sauf urgence, comme l'a dit le président de l'ordre tout à l'heure. Donc moi, ça fait 6 mois effectivement que je n'ai plus de médecin traitant. Vous me dites, il y a 3 médecins dans ma commune à Bonnétable, ils ont quel âge ? Alors ils ont 58, 59, 60, 63 et 67 ans. Parce qu'il y en a qui exercent à temps partiel, 69 ans même, je crois. C'est aussi une réalité en Sarthe. Il y a beaucoup de médecins qui pourraient prendre leur retraite et qui continuent de pratiquer, soit en faisant des remplacements, soit en ayant quelques heures d'ouverture. C'est ça, Frédéric Joly ? Effectivement, soit en réduisant leur activité et en continuant à leur ancien cabinet, mais également une activité de remplacement où ils peuvent être exercer des vacations, comme ça a lieu dans certaines communes, à Fresnay-sur-Sarthe, à Saint-Calais, Codéré. Quelles sont nos voies de recours, Monsieur Vogel ? Vous êtes sénateur ? Alors, écoutez, les voies de recours, il y a Assurance Maladie, qui a un site spécifique. Moi-même, d'ailleurs, je les avais tenus informés il y a 6 mois. J'ai une réponse 3 mois après. On me demandait mon numéro de sécurité sociale. Et depuis, j'ai plus du tout de nouvelles. Donc, si vous adressez aux législateurs, oui, je crois qu'il y a des véritables enjeux, et notamment pour les prochaines présidentielles. Je crois qu'il faudra que des mesures extrêmement concrètes soient prises, notamment quand on connaît le temps de formation d'un médecin. Si on attend encore, on courra à la catastrophe. Alors, peut-être une des remarques d'ailleurs qu'il faut faire, c'est que aujourd'hui, on aurait dit il y a 15 ans que ce serait aux élus d'aller recruter des médecins. Enfin, on aurait dit, attendez, c'est pas possible. On s'occupait des derniers commerces il y a 15 ans. Aujourd'hui, ce sont les élus qui sont frontalement devant la population pour répondre à leurs attentes, qui est vraiment un minimum, pour aller essayer de recruter des médecins. Alors, ou sous la forme salariée, comme ça se passe sur certains secteurs, ou en libéraux, et avec un certain nombre de situations concurrentielles, à la fois entre pays, entre départements, et maintenant entre territoires de communautés de communes et de communes. Et Jean-Pierre Vogel, ça pose aussi une question pour les soins, pour les hôpitaux et pour les services d'urgence. Vous êtes également le président du service d'incendie et de secours. Bon, c'est les pompiers. Ils nous disent, les pompiers, on a de plus en plus d'appels de gens qui savent pas où aller. Et sur la page Facebook de France Bleu Maine, des gens qui nous disent: j'appelle les médecins, j'appelle les médecins, j'appelle les médecins. Valérie dit, à un moment donné, il n'y a plus de SOS médecins. On nous répond, faites le 15 et allez aux urgences. On a tiré le signal d'alarme en tant que président du service d'incendie et de secours auprès de la préfète. On ne va plus pouvoir continuer comme ça. On a des sursollicitations opérationnelles, notamment dans le milieu rural. Et vous savez que la colonne vertébrale des secours dans le milieu rural, ce sont les sapeurs-pompiers c'est eux qui se déplacent. Volontaires. Voilà. On les appelle un peu pour tout et n'importe quoi. Le secours à personne a augmenté, le nombre d'interventions pour le secours à personne a augmenté de 50% en 5 ans. Tous les ans, d'ailleurs, c'est vérifié au niveau national, parce que on n'est pas un département qui serait complètement original en la matière. Le secours à personne augmente de l'ordre de 7 à 8% par an. Et on sait qu'à un moment, il y aura un seuil de rupture. Et le seuil de rupture est proche d'arriver. On ne peut plus se permettre, les sapeurs-pompiers volontaires, d'assurer, en général, ce qu'on peut assimiler d'ailleurs à du transport sanitaire pour aller emmener quelqu'un qui a une mauvaise grippe vers les urgences parce qu'il n'a pas pu avoir accès à son médecin de ville. Yves Lacasse, délégué territorial de l'ARS. Je ne vais pas contredire le sénateur maire, c'est vrai qu'on a une tension sur la prise en charge. Mais il faut d'abord avoir une vision un peu plus contrastée. Il y a un tas d'endroits, il y a des endroits où des jeunes médecins arrivent sur le territoire. Combien en Sarthe ? Monsieur Joly va vous répondre à la question. Soit sous la forme d'exercice isolé, de moins en moins, soit sous la forme coopératif. Ça, on va y revenir. Les maisons de santé. Les maisons de santé pluriprofessionnelles, qui sont un exercice libéral stricto sensu. Les centres de santé, un exercice salarié. Et c'est vrai qu'il y a aussi des personnes, dont je ne vous donnerai pas un tas de chiffres, mais il y a des personnes de nos concitoyens qui renouent, grâce à l'arrivée de ces médecins dans un exercice coopératif, avec le parcours de soins.
On va aussi se poser la question de comment on en est arrivé là. Ce serait intéressant de savoir pourquoi on arrive aujourd'hui à ce manque de médecins. Nous allons évoquer évidemment la question. Alors nous échangeons sur France Bleu Maine avec des experts dans le domaine, mais vous avez vous aussi forcément votre avis, votre place en tout cas dans cette émission. La parole, vous la prenez au 02 43 29 10 10 ou sur notre page Facebook. Il y a déjà quelques commentaires et on va en parler. Sur cette page Facebook, vous allez d'ailleurs retrouver l'émission en direct et en vidéo. France Bleu Maine, 18h-19h, place de la République. Place de la République, c'est aussi un débat sur la page Facebook de France Bleu Maine en direct et en vidéo, ou vos réactions au 02 43 29 10 10. C'est vraiment l'occasion de poser vos questions à nos invités. Yves Lacaze, délégué territorial de l'Agence régionale de santé en Sarthe, Frédéric Joly, également président de l'Ordre des médecins en Sarthe, et Jean-Pierre Vogel, sénateur-maire de Bonnétable Les Républicains. Et votre parole est importante. On l'écoute et on l'observe aussi sur la page Facebook de France Bleu Maine. Il y a ce commentaire que nous avons eu dans la semaine, Marie, un commentaire de Minol Park, donc on suppose que c'est un pseudo, c'est forcément un pseudonyme. Il nous dit en tout cas, j'ai appelé 19 médecins au Mans, pas un voulait me prendre, du coup j'ai été sur internet, rendez-vous médecin.com, et j'en ai trouvé un peu éloigné de chez moi et une moyenne d'1h30 d'attente. C'est une solution aussi, ces sites un peu alternatifs. Recenser le nombre de médecins sur internet. C'est pas recensé, ça pose un problème clé qu'actuellement il faut qu'on ressente les médecins sur leur activité clinique. Donc il faut aussi qu'on trouve des solutions collectivement, donc c'est un coût collectif, pour essayer d'alléger, non pas les tâches bureaucratiques qui sont absolument nécessaires pour le système de santé en France, mais il faut qu'on trouve des solutions pour essayer d'alléger ce temps qui pour eux est considéré comme du temps perdu, qui pour nous n'est pas du temps clinique, et la collectivité les a formés pendant 10 ans pour faire du temps clinique. Donc ça pose la question. Pour soigner les gens. Voilà, pour soigner les gens. C'est ça qui est important. Il faut alléger le temps administratif du médecin qui s'est considérablement allongé et qui se fait aux dépens du temps purement médical. Et M. Lacaze a tout à fait raison, parce que l'exercice est devenu plus compliqué, est devenu plus administratif, et les conditions d'exercice sont devenues plus difficiles. Alors justement, messieurs, comment on en est arrivé là? Parce que quand j'ai préparé cette émission, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la question. Il y a les députés, les sénateurs, le département, les maires, vous l'avez dit, Jean-Pierre Vogel, c'est une grande préoccupation. Les médecins eux-mêmes, je pense, planifient quand même un peu. Pourquoi il y a eu cette baisse forte de médecins? C'est la baisse du numerus clausus dans les années 80? C'est plurifactoriel. Il y a eu une baisse considérable, effectivement, à un moment donné, du numerus clausus. Donc le nombre d'étudiants admis à faire des études de médecine. C'est ça, c'est-à-dire que la première année se termine par un concours qui est très difficile, avec peut-être des critères de sélection qui sont à revoir, parce qu'on va sélectionner des jeunes sur des critères qui, au bout du compte, ne va pas obligatoirement faire un médecin désireux d'exercer la médecine tout court. Pourquoi, dans les années 80, à un moment donné, on baisse fortement le numerus clausus? C'est une décision politique? C'est une décision des médecins? Une décision à la fois politique, mais pas seulement. Je pense que il y a d'autres. Il y a une co-responsabilité certaine. Avec les médecins qui étaient nombreux à l'époque. Certains qui étaient nombreux, effectivement, mais ça n'a pas tenu compte de facteurs qui sont, par exemple, la féminisation de la profession, mais pas seulement, qui tient aussi aux modifications sociétales. On ne demande plus aujourd'hui, où la plupart des patients vont travailler 35 heures, pourquoi demander aux médecins de travailler 60 heures et plus? Il y a aussi un élément important, M. Joly, je ne coupe pas, mais c'est la différenciation qu'on a actuellement entre l'installation et l'exercice, les conditions d'exercice. Et on verra qu'on peut travailler sur les conditions d'exercice. On a actuellement des lieux où les médecins ne sont pas installés, mais exercent leur activité pendant X heures, etc., mais ne sont pas installés pour des raisons qui leur sont propres. Ça ne sert à rien de venir sur eux parce qu'on n'arrivera pas à agir. Par contre, nous, il faut qu'on essaie de travailler sur les conditions d'exercice. Où est-ce qu'ils vont exercer leur qualité de médecin? Par contre, ils habitent à Rennes ou au Mans d'ailleurs, et l'essentiel c'est qu'on trouve des moyens. Alors le problème des moyens, c'est d'abord des moyens humains, parce qu'il faut qu'on trouve des professionnels, et qu'on essaye d'accompagner cette mutation entre la différenciation entre l'exercice et l'installation. L'exercice, la pratique justement de la médecine qui a changé aussi, il faut y penser, en parler. Écoutez justement ce que nous dit Cécile Engoulevent, médecin généraliste. Elle s'est installée à Brulon en 2004. Je me suis installée avec un médecin qui était tout seul, qui en avait marre de travailler de 7h à 22h. Et du coup, je suis venue pour le soutenir et pour que nous soyons deux dans la maison de santé. On est aujourd'hui
17 professionnels de santé libéraux. 17 professionnels. C'est un très bon exemple. Vous avez pris un bon médecin, et vous ne l'avez pas pris pour vous soigner, un bon médecin qui a initié, à l'initiative conjointe du Conseil général, Conseil départemental, du Conseil de l'Ordre et de l'ARS et l'ensemble des élus aussi, un processus de création d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pourrait pas à la fois faire coïncider ses intérêts personnels, de vie familiale, de vie personnelle, et son activité de médecin. D'ailleurs, sur votre site, on voit qu'elle dit qu'elle exerce le plus beau métier du monde. Donc elle a compris, comme d'autres, qu'il fallait se regrouper pour essayer de mutualiser, de coopérer. Et actuellement, vous avez vu les chiffres, et c'est pas un success story, puisque ce qui s'est passé sur Boulogne peut très bien se dérouler sur d'autres territoires départementaux, mais aussi, puisqu'on est des gens réalistes, on a des territoires sur lesquels on n'arrive pas à débloquer de processus de coopération. Par exemple, la Bonne-Étable, où vous avez voulu, Jean-Pierre Vogel, faire une maison de santé en vous disant « je prépare l'avenir, mes médecins sont plutôt âgés, bon, on va anticiper », et puis ça n'a pas fonctionné. Oui, bon, c'est un cas un peu particulier. Je dis pas que c'est votre faute, attention, parce que les maisons de santé, c'est l'initiative de plein de gens. Mais on avait commencé à monter un projet de santé avec le médecin du conseil départemental, les professionnels de santé, Yves Lacaze qui était venu, vous, docteur Joly aussi. Et il se trouve que des fois il y a des conditions qui sont pas réunies, notamment au niveau des lieux d'emplacement. Vous savez, un des cas qui est le plus compliqué, c'est quand un médecin est marié avec un pharmacien ou une pharmacienne et que on propose de déplacer le cabinet du médecin parce qu'il n'y a pas assez de place là où il est, et ça pose un problème après pour la pharmacie, surtout quand il y en a plusieurs sur le territoire. Surtout que les activités s'entremêlent. Oui, il y a un cabinet, donc la pharmacie. Forcément, donc c'est un cas qu'on a rencontré à Bonne-Étable, et je pense qu'aujourd'hui c'est extrêmement compliqué à résoudre. C'est quasiment sans solution pour notre secteur, en tout cas. Si, il y a des solutions, monsieur le sénateur. Docteur Frédéric Joly, on entend l'envie et la façon de pratiquer a changé. Vous me l'avez dit, il y a de plus en plus de femmes. La façon de pratiquer a changé, il y a plus de femmes, une féminisation. Mais même les jeunes hommes médecins. Même les jeunes hommes ont les mêmes soucis, c'est-à-dire privilégier peut-être un temps familial, un temps pour passer avec leurs enfants, et n'exerceront plus de la même façon, et ça peut se comprendre. D'où l'attractivité. Comme disaient M. Lacaze et M. Vogel, effectivement, il faut que nous réussissions à créer de l'attractivité, des conditions d'exercice qui vont pouvoir répondre justement à ces besoins de la nouvelle génération. Il ne faut plus qu'on raisonne en fonction des besoins de la génération qui était avant, mais en fonction des demandes et des soucis de vie des jeunes qui arrivent aujourd'hui. Il y a un certain nombre de projets de maisons de santé en Sarthe. Il y a aussi des centres municipaux de santé où là les médecins sont salariés, notamment évidemment l'exemple de la Ferté-Bernard. Oui, il y en a aussi à Connéret, il y en a aussi à Saint-Comont-Véret. Voilà, ça c'est une dynamique. Nous, le problème des centres de santé, nous on essaie de promouvoir au maximum la coopération entre médecins libéraux. Ça, c'est clair. Mais il y a un certain nombre d'endroits où, pour un tas de raisons, les élus pensent que la médecine salariée peut être. Alors, l'avantage important, il faut le dire, c'est que nos concitoyens ont accès aux médecins. Voilà. C'est un élément important. C'est pas des conditions, c'est des conditions différentes. Et puis, il y a un deuxième outil, et je complète ce que dit M. Vogel, mais il y a aussi la coopération entre les médecins. Parce que la brique indispensable de toute maison professionnelle, de toute maison de santé, voire même de toute maison de santé privée, comme il existe beaucoup dans le département, c'est bien la coopération entre d'abord les médecins. D'abord qui se parlent et qui créent un projet de santé. Qui sont libres de s'installer. En France, on n'oblige pas aujourd'hui un médecin à s'installer dans un endroit. Alors, juste pour compléter ce que disait Yves Lacaze, le conseil départemental a été à l'initiative d'un certain nombre de mesures en faveur de l'installation de médecins libéraux. Des mesures financières, par exemple. Des mesures financières, mais aussi on a constaté, et je pense que le président de l'Ordre ne me contredira pas, c'est que les jeunes médecins aujourd'hui ne veulent plus faire le portage de l'immobilier, de leur cabinet immobilier. Ils veulent plus financer. Acheter les murs. Voilà, ils veulent plus financer l'immobilier, donc on a trouvé en fait un certain nombre de solutions où les collectivités sont des porteuses de projets. Il y en a à peu près une vingtaine aujourd'hui dans le département,
dont une dizaine qui ont été aidés par le conseil départemental. Et ça aussi, c'est une des mesures qui favorise l'installation des jeunes médecins qui sont débarrassés, alors non pas des formalités administratives, mais des formalités financières de portage, et avec des aides à l'installation, des aides pendant leurs études aussi, hein, c'est 26 000 € contre l'engagement d'installation de 5 ans, mais ce sont des engagements d'installation qui sont purement départementales. Il y a beaucoup de départements qui le font, mais ce ne sont pas des mesures qui leur sont imposées de par la loi. Ça fait beaucoup aussi d'argent public qui est donné aux médecins. Vous avez des moyens de contrôle à l'agence régionale de santé, Yves Lacaze, pour vous assurer que le médecin reste bien à l'endroit où il s'est installé? Écoutez, nous avons une dynamique qui est une dynamique libérale, la charte de 1925. Okay, il y a une liberté d'installation, une liberté de prescription. Voilà. Donc ça, c'est des données fondamentales. Donc nous, moi, je suis pas là pour la remettre en cause. Je suis là pour essayer de trouver dans ce cadre-là des solutions, des moyens pour trouver des solutions. Et aussi un autre élément important. C'est un docteur, vous en parlez mieux que moi. C'est l'évolution épidémiologique, c'est-à-dire le développement des maladies chroniques. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qu'il faudra revoir régulièrement. Oui. Et puis aussi une augmentation des besoins de soins, effectivement, les maladies chroniques, et puis on veut établir des politiques de prévention. Or, actuellement, le temps médical étant ce qu'il est, il se fait au détriment justement de ce qui pourrait être une politique de prévention. Vous avez le temps de faire l'ordonnance et puis voilà. Voilà. Et c'est pour ça que l'exercice dans ces maisons pluriprofessionnelles pourrait et pourra, parce qu'il faut quand même rester optimiste, permettre justement de faire de la prévention. En accueillant aussi un certain nombre d'internes de la faculté d'Angers. On a entendu un témoignage ce matin d'internes très motivés par ces stages en cabinet. On peut aussi constater quelques comportements un peu particuliers. Par exemple, on observe sur la page Facebook de France Bleu Maine Annie qui nous dit « Je retourne en région parisienne pour les consultations d'ophtalmo et de gynéco ». On va en parler peut-être aussi de ces Sartois qui s'échappent hors de la Sarthe pour se faire soigner. Pour se faire soigner. Ce sera dans quelques minutes. France Bleu Maine, 18h-19h, place de la République. Désolé, le docteur ne prend plus de nouveaux patients. C'est la phrase que vous avez certainement entendue si vous êtes à la recherche d'un médecin traitant. On essaye d'expliquer, de comprendre soit la désertification médicale, soit la crise, puisque le territoire en tension. La Sarthe est un territoire en tension. Si vous avez l'impression, en tout cas, de le constater dans votre quotidien, vous intervenez à tout moment dans cette émission. C'est au 02 43 29 10 10 ou bien sur la page Facebook de France Bleu Maine. Sur la page Facebook, une auditrice justement qui disait moi je suis soignée à la maison médicale de Brulon. C'est génial, les secrétaires sont super sympas, l'accueil est parfait, je suis très contente de cette solution. Cécile Engoulevent, la docteure, elle me disait, alors oui, c'est un peu difficile pour les médecins généralistes. Les médecins généralistes, ils ont aussi besoin des spécialistes. L'ophtalmo, le dermato, parfois le psychiatre, pourquoi pas, ou le psychologue. Et là aussi, c'est compliqué, Frédéric Joly, la situation des spécialistes en Sarthe. Bien sûr, c'est également compliqué. C'est ce que j'appelais tout à l'heure l'accès, ce qu'on appelle au second recours. On a là aussi un déficit dans certaines spécialités, tant libérales qu'à l'hôpital. On a connu ce problème particulièrement en ophtalmologie, où tous les ophtalmos de l'hôpital, 5 ophtalmos de l'hôpital ont quitté le département de la Sarthe pour un autre département de la région, 5 à la fois, ce qui a créé un vide considérable. On s'est retrouvé tout de suite avec 5000 patients souffrant de glaucome sans suivi, 3500 DLMLA. Ça a été un grave problème de soins, et d'autant que parallèlement d'ophtalmos partaient en retraite. Bon, l'hôpital a su recruter et donc a retrouvé son nombre d'ophtalmos. Mais il persiste toujours une difficulté. Il y a aussi depuis 2013 la collaboration entre les ophtalmologistes et les orthoptistes. C'est tout à fait pour illustrer ce que disait le docteur Joly. On s'est dit, si on veut que les ophtalmos, on conserve l'ophtalmo, sa tâche de clinique. Il faut absolument qu'un certain nombre de fonctions que fait l'ophtalmo soient pris en charge par d'autres professionnels. 17% d'activité d'un cabinet ophtalmo, c'est les ordonnances pour reconduire les lunettes. Donc on s'est dit, pourquoi, avec des protocoles extrêmement sérieux, validés par l'autre autorité de santé, oui, je vous évite le signe, il pourrait recevoir la personne qui veut changer ses lunettes dans un cadre d'un cabinet précis, puisque c'est une expérimentation, de manière à ce que l'ophtalmo n'ait plus qu'à valider ce que dit l'orthoptiste, et comme ça, on a gagné des mois et des mois de délai pour changer les lunettes. Là-dessus, le temps d'attente est réduit d'1 an à 15 jours. Voilà,
Et le seul chiffre, surtout ce qui est important, ce que vous dites, c'est juste au niveau du service médical. C'est important pour nous aussi, c'est que parmi ces personnes, il n'y en a que 2% qui ont reconsulté leur ophtalmo. C'est important, sinon les coûts auraient explosé. Donc il faut que nos concitoyens fassent confiance aussi à d'autres professionnels. Et dans ces 2% qui ont reconsulté, vous voyez, les fonctionnaires, on est un peu on a analysé ce qui se passait. C'est que les 2%, les médecins ophtalmos, il a été constaté une aggravation de la situation et les médecins ophtalmos sont engagés à recevoir le patient dans les 8 jours. Ce qui permet de traiter les urgences. Ce qui a été fait, et puis il y a eu quelques endroits, mais ça c'est classique, où le cliché est illisible. Donc voici un processus de délégation de tâches qu'on est dans le jargon, qu'il faut analyser, il faut faire attention aussi qu'il n'y ait pas de dérapage sur les coûts, et qui peut permettre de conserver, dans cette fois-ci à l'ophtalmo, sa pleine compétence pour opérer les glaucomes. Enfin, il faut faire une activité beaucoup plus compliquée. Les vrais problèmes des yeux. Non, je pense que c'est un vrai problème de santé pour une personne de renouveler ses lunettes. Simplement, on ne va pas mettre en place devant lui. Il faut qu'on ait un système beaucoup plus souple, beaucoup moins coûteux. Quelqu'un qui a fait 12 ans d'études. Et qui répond surtout à votre besoin, qui est sur les lunettes. Tout à fait. Et on retrouve, oui, tout à fait. D'ailleurs, ça a été souhaité par les ophtalmos également. Et on retrouve ce même processus, par exemple, pour la médecine générale. Moi, je suis tout à fait partisan d'une délégation de tâches, par exemple. Il faudrait donner les moyens aux médecins généralistes, dans un cabinet, de pouvoir, par exemple, salarier une infirmière qui pourrait très bien assurer des tâches de vaccination, de suivi de tension, de prévention. Ça, je crois beaucoup à ce type de prise en charge, mais il faut en donner les moyens. Depuis 2013 aussi, les sages-femmes, notamment, peuvent assurer le suivi gynécologique des femmes. On n'est pas obligé d'aller chez un gynéco. Les médecins généralistes aussi, d'ailleurs, ont une formation en suivi gynéco. Je vais répondre à votre question, mais d'abord, je complète ce que dit Yves Lacaze de l'ARS. Ce qui est important, c'est le dispositif Azalée qui existe, mais actuellement, il y a un problème de financement très important. Alors, le dispositif Azalée, c'est une infirmière. C'est exactement ce que vient le docteur Joly. Allez-y, docteur, si vous voulez. Non, allez-y. C'est une infirmière qui travaille en très étroite liaison avec le médecin. Et le médecin lui délègue un certain nombre de tâches dont il reste juridiquement et j'allais dire thérapeutiquement responsable, qui a aussi un problème lourd de responsabilité. Mais l'infirmière assure le médecin d'un certain nombre d'actes que lui ne va pas faire, parce qu'il va prendre du temps. Alors, autre exemple, puisqu'on va en parler, c'est aussi en télémédecine. On a la possibilité de guérir, vous prendre en charge des plaies chez une personne âgée, des plaies complexes. Donc, on a des moyens actuellement au niveau national qu'une infirmière avec, alors je suis pas un grand geek informatique, avec une caméra, fait la photo de la plaie. À l'autre bout de l'écran, il y a un dermato qui dit voilà ce qu'il faut faire pour éviter, d'abord qu'il y ait une consultation locale et pour éviter de... Yves Lacaze, on va revenir un petit peu en arrière sur les ophtalmos et les orthoptistes avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Vous habitez Étival-les-Le Mans et... Voilà, tout à fait. Vous avez des lunettes. Oui. À l'époque, maintenant les enfants ont toujours des lunettes, mais bon, ils ont grandi, donc ils s'assument maintenant tout seuls. Mais je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit sur les orthoptistes. Alors, dites-nous, vous avez dû consulter un orthoptiste. Voilà, le problème que j'ai eu récemment, c'est j'ai mon fils qui a pris un rendez-vous pour voir l'ophtalmo un peu plus rapidement parce qu'il avait une baisse de sa vue. Et la seule chose qu'on lui a proposée, parce que le rendez-vous était qu'en fin d'année, on lui a dit si vous voulez avoir une consultation plus tôt, on vous propose un orthoptiste qui a un coût de 30 € et qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Alors, la réponse peut-être à Yves Lacaze de l'Agence régionale de santé. Voilà. J'ose pas dire, anticiper la question. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait expérimenté dans le cadre d'un protocole avec certains cabinets. Donc maintenant, il faut qu'on développe, parce que maintenant, on s'est assuré d'abord de la soutenabilité financière et surtout de la soutenabilité thérapeutique, parce qu'elle est essentielle. Donc maintenant, il faut qu'on développe. Donc de plus en plus d'ophtalmos et d'orthoptistes rentrent dans ce processus. On n'en est qu'au début. Et ceux qui sont rentrés dans le processus, ce sont des soins qui sont remboursés par la sécurité sociale. Là, alors on a eu une grande discussion avec l'assurance maladie, puisqu'il fallait absolument que pour notre concitoyen qui consulte, lui, il paye l'ophtalmo, le prix de la consultation. La répartition des sommes entre eux, c'est pas l'affaire de nos concitoyens, c'est l'affaire des médecins sur l'orthoptiste. Donc pour l'instant, vous avez raison, madame, il faut être prudent. C'est bien ce que j'ai dit, c'est dans le cadre d'un cabinet déterminé, et l'objectif est de développer. Mais au-delà, c'est aussi de développer cette pratique de délégation de tâches qui peut arriver dans le tas. Actuellement, on doit avoir une trentaine de protocoles. Enfin, sans rentrer d'actifs agréés par l'autorité, non agréés par l'autorité de santé, donc pouvoir développer. Mais là, ça pose aussi des difficultés. Mais on voit bien que là, on a une des solutions pour essayer de répondre, non pas à la crise de démographie, mais essayer de rapprocher au maximum le professionnel de santé du patient.
À 18h34, tout comme Isabelle, auditrice d'Étival-les-Le-Mans, ou encore comme Jeanne, Marie-Claire, qui commente actuellement cette émission qui est postée en direct et en vidéo sur la page Facebook de France Bleu Maine. Eh bien, prenez la parole vous aussi, posez vos questions ou apportez votre témoignage. On vous écoute jusqu'à 19h. France Bleu Maine, 18h-19h, place de la République. Émission spéciale désert médical. Non, pardon, zone en tension. Il y a encore quelques médecins en Sarthe. Charlotte Bougnot. Vous avez la parole et vous la prenez actuellement au 02 43 29 10 10 après avoir écouté Isabelle. Voici Jessica, auditrice de France Bleu Maine à Arnage. Bonsoir Jessica. Bonsoir. Jessica, j'ai presque envie de dire que votre question est toute bête, toute simple. Comment trouver un médecin ? Oui, c'est exactement ça. Le mien est parti en retraite à la fin de l'année. Et du coup, autour de chez moi, ils prennent pas et voilà. Vous avez passé combien de coups de téléphone, Jessica ? J'en ai pas passé, mais je sais que ma mère a eu du mal déjà à trouver pour elle-même. Donc je sais pour elle-même, comme elle a déjà... C'est intéressant, j'ai pas passé de coup de téléphone. Beaucoup d'entre nous se disent ça va être compliqué et finalement c'est peut-être qu'une idée reçue à certains moments. Disons-le, dans ce studio, il y a Charlotte Bougnot et Marie Mutrici qui parlent au micro et qui sont arrivées en Sarthe il n'y a pas si longtemps que ça et qui n'ont même pas essayé. C'est-à-dire moi, dans ma tête, c'est inscrit. C'est pas possible d'avoir un médecin traitant en Sarthe. Vous êtes en bonne santé oui, je tousse depuis une semaine. Donc bon, voilà. Mais non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on a des chiffres sur le non-recours ? C'est un terme très officiel. Le non-recours aux soins. C'est-à-dire que un certain nombre de Français et de Sartois ne cherchent même pas à entrer en contact avec le système de soins. Frédéric Joly, de l'Ordre des médecins. Il y a des gens qui ne sont peu ou pas malades. Un jeune, a priori, a moins de besoins médicaux qu'une personne âgée. Ça, c'est certain. Et puis, il y a des gens qui vont s'auto-traiter, qui vont aller au pharmacien. Et c'est là que j'insiste, il y a peut-être aussi un rôle de l'ensemble, de la communauté médicale, mais aussi de toutes les instances. Et il faut peut-être changer nos habitudes de consommation médicale. Si on tousse et qu'on n'a pas de fièvre, c'est peut-être pas obligatoire d'aller consulter son médecin. Jessica, vous allez souvent chez le médecin ? Je suis asthmatique. Donc j'ai besoin régulièrement de renouveler mon ordonnance. Oui, prescription de Ventoline, ce genre de choses. Oui, c'est exactement ça. Bon, Jessica, alors on n'a pas la réponse ici ce soir, mais en travaillant sur cette émission, on a découvert qu'il y a une conciliatrice que Jean-Pierre Vogel a lui aussi saisi. Elle traite un certain nombre de cas et vous pouvez la saisir aussi. Ce sera d'ailleurs l'objet d'un reportage sur France Bleu Maine. Et nous allons donner les coordonnées à Alexandrine qui vous attend au 02 43 29 10 10. Comme ça, elle peut vous les transmettre. Vous pouvez poser vos questions. Il est 18h40. Il reste une vingtaine de minutes dans cette émission. Ça passe très vite. Donc appelez-nous dès maintenant si vous avez besoin de réponses. Une des pistes pour trouver, pour s'assurer que les médecins viennent en Sarthe, c'est aussi qu'on a la faculté d'Angers, pas très loin, et qu'un certain nombre d'internes, donc des médecins qui ont déjà, Frédéric Joly, au moins 6 ans d'études, viennent en stage dans les cabinets sartois. Oui, 6 ans d'études, effectivement, il y a une centaine de maîtres de stage à peu près dans la Sarthe. De généralistes qui sont maîtres de stage. Qui ont reçu une formation à Angers et qui reçoivent des étudiants dans leur cabinet. Et alors on dit étudiants, en fait, c'est déjà des médecins qui peuvent prescrire. Ils sont médecins, ils peuvent prescrire. Il y a deux niveaux. Il y a un premier niveau, effectivement, où ils sont avec le médecin, et le deuxième niveau où ils peuvent exercer seuls. C'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité entière de l'examen et de la prescription. Et il y a beaucoup d'aides aussi pour accompagner ces étudiants, Jean-Pierre Vogel, dans le département de la Sarthe. Oui, tout à fait. Le conseil départemental a tout un panel d'aides, et notamment pour défrayer les internes. Parce que naturellement, pour eux, ça leur engendre un certain nombre de frais de déplacement, mais aussi de logement. Donc on propose des logements gratuits, quand c'est possible, et des aides. Mais tout à l'heure, quand vous parliez du nombre d'installations, moi j'ai les chiffres précis des contrats d'engagement, c'est-à-dire des contrats qui ont été signés par des futurs médecins avec le conseil départemental pour s'installer dans les zones qui sont classifiées par l'ARS comme étant sous-dotées. Alors,
en tension, d'après ce que Jean-Pierre Vogel qui regarde Yves Lacaze de l'ARS avec attention. On sait lesquelles, c'est celle quand on passe un coup de fil où on se fait refuser par un médecin. On a 58 contrats d'engagement avec des futurs médecins sur le département. On a 18 installations qui sont attendues d'ici à 2019 et 15 qui se sont déjà installées. Et sous ma présidence de cette commission démographie médicale du département, j'avais souhaité étendre ces dispositifs aux dentistes et aux kinés qui étaient aussi très en tension. On peut considérer aujourd'hui qu'avec les dentistes, le problème est quasiment en voie de résolution parce que on a déjà 11 chirurgiens dentistes qui se sont installés et on a 49 installations qui sont attendues d'ici 2019. Et en kiné, ça a bien marché aussi parce qu'on a eu 8 kinés qui se sont installés. On a 5 installations qui sont attendues d'ici à 2019. On a mis en place un dispositif qui est le seul dispositif en France, qui a été la constitution d'une association, Cap Santé Sarthe, qui donne des aides à des étudiants issus de milieux modestes et qui vont passer leur première année à Angers, en général d'ailleurs. Et c'est une aide de 6 000 € qui est payée moitié par les collectivités départementales et moitié par le secteur privé, par le secteur économique, par des entreprises. Cette association est présidée par Daniel Coudreuse, le maire de Brulon, là où est installée Cécile Engoulevent. Vous voyez, tout se retrouve un peu, hein, mais on avait souhaité aussi que Cécile nous accompagne sur ce sujet. Et ça porte plutôt ses fruits parce que la vraie difficulté, c'est ce que disait le docteur Joly tout à l'heure. La première année est une année extrêmement difficile et qui en général est plutôt réservée à des enfants qui sont issus de milieux plutôt favorisés. Ouais. Naturellement, quand on s'engage sur la première année, qu'on se dit qu'il y a un numerus clausus qui est extrêmement complexe, qu'il va falloir qu'on paye un studio, etc., qu'on paye les études et qu'on risque... Il y a beaucoup d'étudiants d'ailleurs en médecine qui ont une prépa en plus pour améliorer leurs chances d'accession. Donc, on a voulu, avec la création de cette association, dont j'ai été à l'origine, pouvoir libérer ces jeunes du volet financier. Donner un petit coup de pouce. On y associé parce qu'ils sont parrainés par un membre de la communauté médicale qui peut les aider et aussi par une entreprise qui peut les accompagner dans une réorientation professionnelle si, à l'issue de leur 2 fois première année, s'ils échouent, de pouvoir voir avec le chef d'entreprise ce qu'on peut leur conseiller. Il y a plein d'autres professions dans le secteur médical où leurs compétences seront par ailleurs prises en compte. Et la maison médicale de Brulon qui reprend encore un compliment sur la page Facebook de France Bleu Maine. Cécile, elle va avoir les gros mollets ce soir. Jeanne, auditrice de France Bleu Maine, qui commente encore un grand bravo à la maison médicale de Brulon. Ça fait donc partie des bonnes initiatives. Dans notre département. Dans notre département, il y a des problèmes aussi ailleurs. Il n'y a pas que le département. Nous allons en parler dans cette émission jusqu'à 19h avec vous, avec vos questions. Puis on évoquera aussi peut-être des méthodes alternatives, Marie. Ou ce qu'on appelle la e-santé, la santé numérique. Alors oui, c'est un peu pour les geeks, en effet. Peut-être qu'Yves Lacaze aura des choses à nous dire là-dessus. Qu'est-ce que la e-santé ? Réponse dans quelques instants. France Bleu Maine, 18h-19h, place de la République. On peut le faire ensemble. Alors, 1, 2, 3, Charlotte Bougnot, place de la République, consacrée au désertification médicale. Et d'ailleurs, la désertification médicale ou les zones en tension, c'est pas que en France, c'est aussi à l'étranger, Charlotte Bougnot. Oui, exactement. Nous allons partir en Nouvelle-Zélande. Les médecins français ne sont pas les seuls à avoir du mal à trouver leurs successeurs ou collaborateurs. L'an dernier, on était en février 2016, un article faisait le buzz sur Internet avec pour titre « En Nouvelle-Zélande, le job à $400 000 dont personne ne veut ». On découvrait alors l'histoire du docteur Alan Kenny, médecin généraliste de 61 ans, à Tokoroa, qui compte 13 000 habitants. C'est un tout petit peu moins que la Flèche. Voilà, c'est ça, la Flèche. Exactement, c'est bien, Marie. Le docteur Kenny qui recherchait désespérément un jeune médecin assistant. Après avoir épuisé toutes les options classiques pour trouver un confrère et mandaté 4 cabinets de recrutement pendant 2 ans, le docteur Kenny a fini par publier cette offre plus qu'alléchante sur les réseaux sociaux, proposant un salaire annuel de 240 000 €, 12 semaines de congés payés. Bon, à ce tarif-là, j'imagine qu'il a trouvé preneur.
Rapidement, non. Avec la médiatisation de son histoire, il a reçu quand même une centaine de candidatures venant du Brésil, de Pologne, d'Inde, d'Afrique du Sud ou même de France. 99% d'entre elles étaient de mauvaises candidatures, soit parce que les candidats ne parlaient pas anglais, soit parce qu'ils n'avaient pas de formation en médecine. Et près d'un an plus tard, il a trouvé ? Eh bien, nous n'avons pas aujourd'hui le fin mot de l'histoire. J'ai beau chercher partout, il n'y a pas de réponse à cette question. Mais rappelons quand même un chiffre, environ 37% des postes de médecins ruraux étaient vacants dans le pays, donc en Nouvelle-Zélande en 2014. Voilà, comme quoi la désertification médicale, les zones en tension, c'est pas que la Sarthe, c'est le cas de beaucoup de départements en France aussi. C'est pas c'est pas le seul cas sartois. D'ailleurs, on va faire un petit tour ailleurs en France. On va partir à Roanne par exemple pour compenser justement à Roanne chez le pharmacien de la ville. Il y a une cabine, il faut imaginer une cabine. On entre à l'intérieur et toutes les mesures de constante sont faites. Écoutez. À l'intérieur de cette petite cabine qui ressemble à un photomaton, Marie-Christine est allongée. C'est la première fois qu'elle consulte ici. Avant de démarrer, nous allons recueillir quelques informations. Je suis dans une télécabine et on est en train de me prendre mes constances, c'est-à-dire que j'ai eu pour le moment le poids, la taille, la température. Je suis en train de faire l'examen de tension. C'est très ludique. C'est très ludique. C'est le reportage France Bleu Saint-Étienne-Loire de Mao Granier. C'est ludique, mais il faut que ce soit surtout pratique. Et on peut aller plus loin. Alors si je vous emmène en Alsace, dans la commune d'Oberbrück, les patients, eux, consultent leur médecin à distance, par vidéo. On va en parler avec Yannick Schmitt. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous êtes le vice-président du syndicat des jeunes généralistes, des généralistes qui viennent de s'installer. Vous êtes installé il y a plus de 2 ans à côté de Strasbourg. Vous avez envie de pratiquer votre métier par caméra interposée ? Oui, c'est posé comme ça peut paraître un petit peu étonnant. C'est vrai que la e-santé et la télémédecine, d'une manière générale, sont peut-être une partie de la solution dans les pratiques médicales à venir. Maintenant, je pense que si on doit résoudre le problème de la désertification du monde médical, ça passera forcément par une solution qui sera plurifactorielle, par plusieurs solutions. Et on évoquait tout à l'heure les stages chez le médecin généraliste sur les territoires sous-dotés, mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a encore des facultés en France où il n'est pas possible pour un externe de faire un stage chez le médecin généraliste. Ça, c'est quelque chose que nous demandons à réagir depuis plusieurs années. Il faut absolument que les externes, les internes puissent faire des stages chez le médecin généraliste sur tout le territoire français, parce qu'on ne peut s'installer que dans des territoires qu'on connaît. Et c'est la même chose pour le remplaçant. Il faut l'accompagner dans ces territoires-là. Il y a justement une disposition législative qui a été adoptée à la fin de l'année dernière et qu'on a soutenue. Il faut vite la mettre en œuvre pour que dès à présent les remplaçants puissent participer à la continuité des soins sur l'ensemble du territoire. Et je pense que les installer, c'est un petit peu la même chose. Aujourd'hui, on parle beaucoup de coercition, d'obliger les jeunes médecins à s'installer ou à pratiquer dans des territoires qui seraient en manque de médecins. C'est vraiment la fausse bonne idée, parce que aujourd'hui, on sait très bien qu'un médecin qui va s'installer dans un territoire, s'il n'est pas heureux, s'il n'est pas bien sur ce territoire, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va en partir dès qu'il le pourra. Yannick Schmitt, vous personnellement, par exemple, vous êtes installé en banlieue de Strasbourg, dans un quartier, on va dire, pas très favorisé. Vous avez choisi comment, vous ? Moi, c'est un coup de cœur, en fait, la rencontre avec le médecin qui est installé avec moi, qui m'a effectivement beaucoup plu, un remplacement que j'ai fait chez lui, et j'avais des représentations sur ce quartier populaire. Elles sont vite tombées en faisant quelques jours de remplacement, et c'est ça vraiment qui est important, c'est qu'on a des représentations en tête, on se dit oulala, un désert, une zone sous-dotée, ça peut faire peur, ma femme va jamais trouver de travail. Et pourtant, le fait d'y aller, ça permet de faire tomber un petit peu ces clichés et de se rendre compte que c'est des gens comme les autres, voire même plus sympas encore que les autres, qui sont là et qui ont besoin d'être soignés. Et ça, les jeunes généralistes, c'est un défi qu'on est prêt à relever. Yves Lacaze de l'Agence régionale de santé. Oui, bonsoir. Vous ne faites qu'illustrer l'élément structurant. Il y a une richesse que d'hommes et de femmes. Parce que la télémédecine ne va jamais remplacer. L'essentiel, c'est le contact. Elle va pouvoir remplacer dans certaines choses pour éviter des transports. Mais c'est très, très difficile pour certains de nos concitoyens de se confier à une machine.
On va expérimenter en Sarthe la téléconsultation en EHPAD. Voilà, techniquement, ça va marcher. Je n'ai pas la liste là, puis je ne voudrais pas en mettre un en exergue par rapport à d'autres, parce qu'il y a un effort collectif, mais il y en a la prochaine, donc il y a un choix. Donc les EHPAD, c'est des établissements qui accueillent des personnes d'hébergement de personnes âgées dépendantes. On a d'autres exemples à la maison d'arrêt où des consultations de dermatologie se font par télémédecine. C'est-à-dire que l'infirmière place sa caméra sur la plaie ou la peau du détenu, et le cliché est vu au CH, et puis sur le dermato, en lien avec l'infirmière, il y a les contacts avec, le patient qui fait le diagnostic. Donc ça, ce sont des pistes. E-santé, l'ARS y participe et y contribue largement au développement. À quelle hauteur, justement, nous, dans les Pays de la Loire, où il y a des projets comme ça qui se développent, d'installer des cabines, pour prendre les constantes Non, pour l'instant, non, parce qu'il faut faire attention. Il faut faire attention, parce qu'il y a un aspect, Oui, il y a un aspect folklorique, un peu, là, dans les cabines. Néanmoins, effectivement, l'e-santé ou la télémédecine, c'est un moyen qui va se développer, même au niveau d'un cabinet de médecine générale, et qui commence d'ailleurs. Moi, personnellement, j'ai des patients qui vont m'envoyer une photo de leur bouton par Internet. C'est un début. Donc, c'est un moyen, comme l'a été le stéthoscope à une année. Mais ça ne répond pas à tous les problèmes. Et effectivement, la relation médecin-patient est tellement importante. Donc, ne la galvaudons pas. Et il faut qu'on sécurise tous ces processus, parce que sinon, on aura bientôt qui vont circuler des photos... Il faut qu'on le sécurise. Et puis je voulais rajouter à votre question, la faculté d'Angers et de Nantes, il faut leur rendre hommage, sous l'impulsion de l'ARS et des deux doyens, a réussi à faire en sorte que le taux de participation d'internes dans des cabinets libéraux au moment du stage devient assez important, il devient assez exemplaire. Donc, la faculté d'Angers, les internes en médecine généraliste font 3 stages, contre un dans l'ensemble de la France. Il faut qu'ils le fassent aussi dans le cabinet libéral pour se rendre compte ce que c'est qu'entreprise libérale et quelles sont les conditions d'exercice. À 18h54, nous allons écouter Christiane. Christiane, restez avec nous. France Bleu Maine, 18h-19h, place de la République. Puisqu'avant tout, cette émission est faite pour vous, pour que vous puissiez poser vos questions au 02 43 29 10 10. Christiane, auditrice du Mans, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Christiane. Alors, quand est-ce que vous êtes installée au Mans, vous ? Nous sommes arrivés au Mans les tout premiers jours de septembre. Et vous avez essayé de trouver un médecin, comme tout le monde, j'imagine ? Oui, nous avons essayé de trouver un généraliste parce que moi j'ai des problèmes de santé. Et impossible d'en trouver. Alors, nous avons passé beaucoup d'appels et personne n'a voulu nous prendre. Aujourd'hui, Christiane, ça fait quelques mois que vous êtes installée en Sarthe. Avez-vous un médecin généraliste ? Là, j'ai trouvé un médecin généraliste depuis quelques jours. Mais une personne qui n'ouvre pas son cabinet médical tous les jours parce qu'elle a des problèmes de santé. Il n'y a pas de remplaçant. Non, il n'y a pas de remplaçant. Et dans le sud, je ne trouve absolument pas ça. Nous trouvons des généralistes, des spécialistes, comme nous voulons. Les spécialistes, c'est très court, les rendez-vous. Au bout de 15 jours, 3 semaines, nous avons un rendez-vous. Ce serait bien de terminer avec un mot positif. Nous avons parlé tout à l'heure du coup d'une alternative, Marie, un conciliateur. La conciliatrice, en l'occurrence en Sarthe, de l'assurance maladie, que n'importe quel assuré, Jean-Pierre Vogel le premier, peut saisir. On le fera aussi certainement, nous, en reportage, pour expliquer comment on fait, quelles sont les réponses. Moi, j'ai posé la question, je peux vous dire quand même qu'il y a un certain nombre de réponses. Il y avait 79 demandes pour trouver un médecin traitant l'an dernier. Sur ces 79 situations, 49 personnes ont trouvé un médecin, ont trouvé une réponse, ont désormais un médecin traitant. Donc il y a des solutions quand même, et chaque collectivité et chaque organisme travaille à essayer d'améliorer la répartition des soins en Sarthe. Yannick Schmitt, vous êtes encore avec nous. Une des solutions pour vous, ce serait d'accompagner les remplaçants, c'est-à-dire que les jeunes médecins ne s'installent pas forcément tout de suite, définitivement dans un endroit. Aujourd'hui, on sait très bien que les remplaçants en médecine générale, le remplacement en médecine générale, c'est une étape. C'est le lien entre la formation à la faculté et l'installation. C'est le temps de maturer un projet. Si on donne les moyens et notamment le temps
aux remplaçants de s'installer, de préparer un projet d'installation et de remplacer dans des zones sur lesquelles ils n'iraient peut-être pas parce qu'ils ont des représentations, des inquiétudes, parce qu'ils savent qu'un cabinet va être très rempli et qu'ils n'auront peut-être pas le temps de pouvoir un petit peu se poser pour manger un sandwich. Ça, c'est des éléments qui peuvent quand même être intéressants, et les ARS demain vont justement aider ces remplaçants à travailler dans les zones sous-dotées. On a vraiment beaucoup d'espoir que ce dispositif-là puisse justement ouvrir les yeux à beaucoup de nos jeunes confrères. Il est 18h57 sur France Bleu Maine. Merci à tous d'avoir témoigné ce soir. Merci Yves Lacaze, délégué territorial en Sarthe, Jean-Pierre Vogel, sénateur et maire de Bonne-Étape, docteur Frédéric Joly, président de l'Ordre des médecins, et Yannick Schmitt depuis l'Alsace, depuis à côté de Strasbourg. On va dire merci beaucoup d'avoir réagi. La santé, on va continuer d'en parler avec vous. France Bleu Maine. Place de la République. Oui, on continue à en parler. Le débat n'est pas complètement terminé. Il continue sur Facebook, sur francebleu.fr, avec un article que vous avez justement posté, Marie Mutrici, des articles, des solutions. Continuez donc à donner votre avis. Et puis, dans quelques mois, dans 2 mois maintenant, France Bleu Maine va se délocaliser. Nous n'avons pas terminé de parler de médecine. De santé. Et de santé, évidemment. Et de prendre soin de vous, de répondre à vos questions et d'écouter tous vos témoignages. France Bleu Maine déplace ses studios au sein de l'hôpital du Mans. La date, on vous la donnera d'ici là, mais c'est au mois de mars, ça c'est sûr. Merci à tous.